Bonjour à tous. La première information de notre revue de presse est la découverte de l'une des deux boîtes noires du vol Rio-Paris. L'Airbus A330 d'Air France s'était abîmé au large du Brésil le 1er juin 2009. La catastrophe avait fait 228 morts. Cela faisait presque 2 ans que cet élément extrêmement important faisait l'objet de recherches. C'est chose faite. On en saura beaucoup plus sur ce drame dans les semaines à venir. Voici la seconde boîte noire de l'appareil. Il s'agit de l'enregistreur phonique contenant en théorie les conversations des pilotes et les sons des appareils de navigation. Les enquêteurs l'ont retrouvé tout près de la première boîte noire remontée ce dimanche, dans laquelle doivent se trouver les paramètres du vol comme la vitesse ou l'altitude. À peine repêchés, les deux enregistreurs ont été placés dans un caisson rempli d'eau douce et scellés par un officier de police judiciaire. Un navire de la Marine nationale doit maintenant les ramener à Cayenne, puis un avion les acheminera à Paris au bureau d'enquête et d'analyse, le BEA. On va ouvrir les boîtes, on va observer l'état des composants électroniques, les nettoyer, les sécher et ensuite on va essayer de les lire en les plaçant sur un boîtier. Je pense qu'on pourra comprendre cet accident à condition bien sûr qu'on puisse lire les enregistreurs. Savoir enfin la vérité, c'est ce qu'attendent les proches des victimes. Dans la catastrophe, Guénola, elle, a perdu son fiancé. Tous les matins, quand on se lève, on y pense. Le soir, quand on se couche, on y pense. C'est sans cesse dans la tête. Ça a été 2 ans d'attente. C'est encore de l'attente aujourd'hui pour savoir si les boîtes noires vont pouvoir nous dire la vérité. Savoir ce qui s'est passé, ça permet de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu sur les derniers instants de leur vie, pourquoi ils sont partis. Peut-être que ça va nous permettre d'avancer un peu mieux. Les associations des familles de victimes se réjouissent de la découverte des boîtes noires, mais restent tout de même prudentes. Elles attendent de savoir si ces enregistreurs seront exploitables. À défaut, les enquêteurs devront se contenter des débris de l'appareil. Soulagement mais vigilance, c'est le sentiment général des autorités occidentales aujourd'hui, à l'image de David Cameron avec la mort de Ben Laden. Cette nouvelle sera bien accueillie à travers tout notre pays. Bien sûr, cela ne marque pas la fin de la menace terroriste à laquelle nous faisons face et nous devons être particulièrement vigilants dans les semaines à venir. Mais c'est, je le crois, un très grand pas en avant. Londres a d'ailleurs ordonné à toutes ses ambassades de revoir les dispositifs de sécurité. Même constat au Japon où le ministre des Affaires étrangères a indiqué que la sécurité allait être renforcée sur les bases militaires avec l'augmentation du nombre de patrouilles. L'Italie ou encore l'Allemagne ne baissent pas leur garde. Nous devons rester en alerte et nous devons éliminer la possibilité de représailles. Depuis 15 ans, Oussama Ben Laden était l'ennemi public numéro 1 de la planète. Depuis qu'en février 1996, il avait lancé un appel à attaquer les intérêts américains partout dans le monde. 15 ans qu'Al-Qaïda fait régner la terreur. Issu d'une riche famille d'Arabie Saoudite, il était devenu moudjahidine à la fin des années 70, combattant les soviétiques en Afghanistan, discrètement aidé par les Américains. De quoi lui donner de l'assurance et du prestige, et de se retrouver à la tête d'un important réseau, la base d'Al-Qaïda. Dans les années 90, c'est la rupture. Il se sent trahi par les Américains qui ne le soutiennent plus et se met à dos la famille royale saoudienne qui le prive de sa nationalité. Attentat contre le World Trade Center en 92, attentat contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya en 98, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le monde entier découvre Ben Laden le 11 septembre 2001. Depuis, il avait régulièrement fait parler de lui à travers ses cassettes enregistrées depuis sa cachette en Afghanistan ou au Pakistan. C'est au Pakistan que l'on a retrouvé son corps, près d'Islamabad. Non, attends. Un événement important s'est joué à Londres, le mariage de Kate et William, et quelques jours après les festivités, le couple princier est réapparu. Le secret le mieux gardé est celui de la destination de la future lune de miel. La cérémonie terminée, le couple princier passera sa nuit de noces au palais de Buckingham Palace. Selon différentes rumeurs, William et Catherine pourraient s'envoler dès demain pour leur lune de miel. Aucune certitude sur le lieu choisi, les mariés voudraient garder le secret. Selon plusieurs tabloïds anglais, le prince William et la princesse se rendraient au large de la Cornouailles sur les îles britanniques Scilly. Après avoir envisagé le Kenya, où William avait fait sa demande, le couple aurait finalement choisi le Royaume-Uni. Pas d'excentricité en ces temps de crise.
Les mariés regagneront ensuite l'île d'Anglesey au Pays de Galles. C'est ici qu'est située la base de la Royal Air Force où William est engagé. Depuis cet automne, il y est pilote d'hélicoptère spécialisé dans les sauvetages en mer. Le couple princier devrait y passer les 3 premières années de leur mariage. Après cette période, ils regagneront certainement Londres pour s'y installer. Certaines rumeurs parlent de Kensington Palace, l'ancien domicile de Lady Di où a grandi William. Mais rien n'est sûr pour le moment. Le couple a encore le temps d'y penser. Maintenant, la question que l'on est en droit de se poser est celle qui concerne cet incroyable engouement qui a entouré l'événement. En effet, au-delà du peuple britannique, les images du mariage ont été retransmises par 180 pays et près de 2 milliards d'individus auraient suivi l'union, puis le baiser sur le balcon du palais. On évoque un monde en quête de rêves et d'icônes, mais la réponse est-elle suffisante? On voit cela avec ces quelques images. New York se donne depuis quelques semaines des airs british. Dans ce salon de thé de Greenwich Village, Kate et William sont sur toutes les lèvres. Je suis vraiment curieuse de voir comment cela va être, comparé au mariage de Diana. Nikki fait partie des sujets de Sa Majesté installée à New York depuis plus de 30 ans. Jamais de mémoire d'anglaise, elle n'avait vu un tel engouement pour un mariage princier. Depuis qu'ils ont annoncé le mariage royal, j'ai presque dû abandonner mon travail de restauratrice. Je n'ai plus de vie. C'est un boulot à plein temps. Je devrais me faire payer par Buckingham Palace. Il faut dire qu'en moins de 10 jours, Nikki a vendu pas moins de 350 mugs à l'effigie de Kate et William. Les assiettes, elles, se vendent comme des petits pains également, ou plutôt comme des petits puddings. Dans les médias, même frénésie, le couple princier s'affiche sur tous les écrans. La chaîne NBC, l'un des plus grands networks du pays, enchaîne les reportages sur le mariage depuis plusieurs semaines déjà. Je pense que cela va être notre taux d'audience le plus fort de l'année. À chaque fois que l'on fait des sujets sur la famille royale, nos chiffres d'audience explosent. Même quand on a fait des rétrospectives sur la robe de la princesse Diana, on a remarqué que c'était sur ces reportages que l'audience était la plus forte. New York décidément passionné jusqu'au bout. Le 29 avril prochain, la cérémonie sera retransmise en direct sur tous les écrans de Times Square. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.